Bonjour, je m'appelle Karim Genouni et vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Génération Kairos. L'objectif de ce podcast est de décortiquer et partager les histoires inspirantes des modèles de réussite au Maroc et dans le monde, dans tous les domaines. Le Kairos est un concept d'origine grecque qui signifie le moment propice, l'instant T où il faut saisir l'opportunité, avant et trop tôt et après trop tard. Mes invités sont des entrepreneurs ou des leaders dans leur domaine qui ont à force d'effort su reconnaître et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Bien, alors on y va. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Youssef Relem. Youssef, bonjour. Tout le plaisir est mien, cher Karim. Ravi de faire ta connaissance. De même. Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Merci. Alors, je vais te présenter rapidement Youssef. Donc, tu es fondateur de Kezaku, première plateforme au Maroc de formation éducation en ligne. Avec plusieurs modèles, donc il y a du contenu gratuit et il y a également du contenu proposé en marque blanche, de ce que j'ai pu voir. Et plus récemment, fondateur de Mirati, plateforme e-commerce de vente d'articles de haut de gamme, maroquinerie haut de gamme. En fait, c'est plus une marque de maroquinerie haut de gamme qu'une plateforme. Très bien. En tout cas, je voulais souligner que c'était du e-commerce. Oui, bien sûr. Et donc, tu es un jeune entrepreneur avec un positionnement innovant. Parce que tu fais une jonction entre deux secteurs, une jonction qui n'est pas vraiment évidente, entre la création de contenu dans la formation en ligne, l'orientation de jeunes étudiants et la maroquinerie haut de gamme, faisant la promotion au passage de l'artisanat marocain Made in Morocco, notamment en y allouant 5% des bénéfices de Mirati. Donc cher Youssef, je t'ai invité parce que tu as un mindset entrepreneur. Tu as trouvé tes idées en partant de tes besoins, de tes passions, que tu vas complètement bootstrapper et pour les transformer, les valoriser. Tu es un professionnel du marketing digital, du branding, de la mise en récit, de projets et des marques que tu as créées. Tu es un grand professionnel de la vidéo et je le disais, du bootstrapping en général. Et voilà, et ce mindset m'intéresse énormément. Et je suis vraiment ravi que tu aies accepté mon invitation. Tu es quelqu'un qui apparemment n'a pas froid aux yeux, qui regarde la caméra bien en face, avec des valeurs fortes d'engagement, de résilience et d'excellence. Donc voilà, cher Youssef, pourquoi vraiment je suis encore une fois ravi de t'avoir sur ce podcast. Tous les plaisirs pour moi, cher Karim. Alors, Youssef, pour commencer, j'ai envie de démarrer par une question sur les convictions. Est-ce qu'il y a une conviction ou un parti pris qui, par le passé, était ancré en toi, du genre quelque chose d'impossible à réaliser, et sur lequel tu as changé de regard, récemment ou avec le temps? En fait, depuis toujours, j'étais ambitieuse. Moi, quand j'étais un enfant, j'étais très agité et j'aimais beaucoup imaginer des scénarios saugrenus. J'étais un petit peu fan d'écriture aussi, donc je voulais être un écrivain depuis tout petit. C'est un rêve que je nourris encore en fait, donc j'aimerais toujours publier un livre dans quelques années. Quand j'étais petit, donc mon caractère imaginatif m'a permis d'être créatif et aussi un petit rêveur. Donc j'ai toujours été un petit rêveur. Ce côté rêveur a fait de moi quelqu'un d'ambitieux, surtout avec mon éducation. Donc à l'époque, je faisais sciences maths, classe préparatoire, un parcours, on va dire, d'excellence qui me garantissait quand même des belles perspectives d'avenir. Donc en faisant la jonction entre mon ambition et mon côté rêveur, en plus du côté studieux donc de mon parcours à l'époque, j'envisageais en fait d'être un mathématicien de grand renom. Donc les maths en fait c'était ma passion, ma première passion. À part l'écriture en fait c'était les mathématiques et je rêvais toujours d'être un chercheur dans une grosse université aux États-Unis peut-être, ou à faire de la recherche sur la théorie des nombres, sur la cryptographie, sur des domaines qui me passionnent vraiment. Donc moi je me rappelle à l'époque quand je partais, on était avec mes parents au nord du Maroc. Mon frère il jouait à sa Game Boy Advance, moi je prenais un bouquin de maths et je faisais des exercices des exercices de mathématiques supérieurs quand j'étais juste au bac. J'étais vraiment passionné.
Et la seule conviction qui a changé avec le temps, en fait, c'était je voulais être un chercheur. Et puis, avec le temps, je suis devenu très très passionné par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par la prise d'initiative. Je vais même pas dire risque parce que il y a toujours un risque à chaque instant, donc que tout s'arrête. Donc, j'aborde même pas le terme risque. C'est la prise d'initiative. J'ai appris avec le temps que pour réussir ses rêves, il va falloir vraiment être très combatif et aller jusqu'au bout, ne rien lâcher. Et avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, j'étais quelqu'un de résilient. Je ne savais pas forcément en fait, mais avec le temps, puisque j'étais toujours passionné par ce que je faisais, j'ai découvert que la passion, elle nous permet de patienter énormément et de résister à tous les obstacles qui se confrontent à nous. Quand on a des convictions fortes, elle change jamais. Donc finalement, tu t'es découvert. Pour répondre à ta question, en fait, j'ai jamais changé de conviction, en fait. Parce que toutes mes convictions, elles étaient sincères. Elles étaient les convictions d'un petit garçon, donc d'un petit gars de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, peu importe. Donc peut-être que j'étais naïf à l'époque, mais derrière cette naïveté, cette vision idéaliste de mes rêves et de mes ambitions, se cachait une grande passion. Et c'est cette passion qui est restée finalement. Donc peut-être qu'il y a des aspects qui ont changé donc, en moi, avec la confrontation, avec la réalité, tous les obstacles, toutes les difficultés que j'ai dû endurer. Et Dieu sait à quel point j'ai enduré de difficultés. On va y arriver. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, chaque jour est pavé d'obstacles et de challenges. Mais justement, donc, quand on amène cet entrepreneur, le challenge en fait c'est notre carburant. Alors avant d'arriver à l'entrepreneur, tu as parlé de rêve. Est-ce que tu te souviens de... Donc tu as parlé de rêve et d'ambition. Est-ce que tu te souviens vraiment... Est-ce que tu as un souvenir d'une image de... Qu'est-ce que tu rêvais? Ce dont je rêvais. En fait, j'ai toujours rêvé d'être écrivain. Donc quand j'étais petit en tout cas. D'accord. Je voulais être écrivain. J'étais fasciné à l'époque par Frédéric Beigbeder. Donc L'amour dure 3 ans. Un autre bouquin que j'avais lu de Frédéric, Ecstasy, je pense, un truc du genre. J'aimais beaucoup son style, très détendu, très relâché, avec beaucoup de vannes qui racontent son quotidien. C'est pas très matheux tout ça. Je sais, en fait... C'est même le contraire. En fait, j'ai toujours eu cette versatilité entre la langue et les maths. Alors, la langue, ça provient de ma mère, donc c'est une prof de français. D'accord. Donc depuis tout petit, je suis très bon en français et ça m'a toujours motivé à être bon en langue. Après le français, c'est devenu l'anglais, donc j'ai toujours aimé les langues en fait, de façon générale. Et les maths, en fait, c'était le côté professeur. Donc ma mère, c'était un prof au lycée Mohamed V. D'accord. J'étais pas si terrible que ça dans mes études, donc j'étais plutôt pas mal. J'avais des 13, des 14, tout ça. Et ma mère, en fait, étant dans le domaine de l'enseignement, elle avait estimé que pour m'assurer une bonne éducation, peut-être qu'il fallait que je fasse sciences maths, tu vois. Moi c'est jamais mon rêve. À l'époque, je m'en fichais un petit peu. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire. Mais quand j'ai fait sciences maths au début, j'ai prouvé quelques difficultés. Mais avec ce parcours scientifique assez compliqué quand même, j'ai dû apprendre à travailler tout seul chez moi. Et afin de relever mon niveau, je commençais à travailler des exercices difficiles. Et un certain jour, j'ai réalisé que je suis devenu matheux parce que j'arrivais à comprendre en fait les toutes petites subtilités d'un énoncé. Et quand on arrive à être aussi soigneux donc dans la lecture d'un énoncé, à se demander des questions très très élémentaires, très très basiques, donc c'est qu'on est sur le chemin de l'apprentissage. Et à partir de ce moment, mon potentiel a vraiment commencé à grandir. Et je me rappelle très très bien en première année bac, j'avais commencé l'année en étant 15e et j'ai fini premier. Très bien. Alors là, quand je t'écoute, j'écoute le pédagogue que tu es devenu parce que tu fais du contenu justement. Effectivement. Certainement que tu as pris beaucoup de recul sur la manière d'enseigner, de poser des problèmes de maths. Mais donc finalement, ça va faire le lien avec Kezaku un peu plus tard. Et donc voilà, donc tu fais ton lycée, je crois Mohamed V, c'est ça? Oui. École d'ingénieur. Je l'ai fait à l'INSIAS.
donc à Rabat. Donc, D'accord. à l'époque, je me rappelle, je voulais partir en France en fait pour faire la banque mine, pour faire les mines en fait. Je les avais ratés de quelques points, ça m'avait marqué. J'ai même pas voulu partir faire les ENSI, je me rappelle très très bien. J'avais de très bonnes notes et pourtant, voilà. Donc mon rêve c'était de faire, à l'époque, je voulais faire l'ENSAE, c'est l'École nationale supérieure des sciences appliquées d'économie. Pourquoi? Parce que la matière principale, c'était les probas, les statistiques et les maths. Donc, j'aurais été comme un poisson dans l'eau. Cette école, elle est à, Elle est à Paris. Elle est à Paris, d'accord. Et du moment que j'ai pas eu cette école, ok, je me suis dit, tiens, je vais faire l'informatique ici au Maroc. Et puis, grâce à l'informatique, je peux renouer facilement avec les maths parce que les deux domaines, ils sont liés. Très bien. Donc là, donc tu fais ton école d'ingé. Est-ce que après comment tu mets un pied dans le monde professionnel après? Alors, en fait, il y avait eu un déclic très important. Ma troisième année à l'INSIAS, on avait un prof de cryptographie, Nicolas. Il s'appelait Nicolas Brisbar. La première séance, je l'avais marqué parce que j'étais le seul à être très réactif à ses remarques, à ses leçons. La plupart des personnes en classe, ils n'arrivaient même pas à suivre parce que voilà, c'était un niveau de mathématiques assez avancé. Et du coup, le gars, il m'a proposé de faire un stage chez lui, donc à Lyon, à l'ENS Lyon, donc l'école normale supérieure de Lyon. Donc j'étais hyper motivé parce que vraiment c'était ça mon rêve. Donc joindre les maths à l'informatique. Donc finalement, je me disais que voilà, j'étais prêt à. En fait, finalement, mes décisions, ils m'avaient ramené un petit peu au chemin sur lequel je voulais être. Après, il y a eu un petit déclic encore une fois. Je devais trouver un stage, ma troisième année à l'INSIAS. Et Nicolas, il m'avait dit, je lui avais demandé à Nicolas en fait, il m'avait dit tu n'auras pas de stage du moment que tu me donnes pas le TP sur le RSA. C'est un algorithme RSA, donc c'est l'algorithme de cryptage utilisé pour les banques, les assurances, des systèmes très complexes. Et c'était un TP très important à faire à l'époque. Donc moi en fait, j'étais stressé avec le fait de trouver un stage, donc j'avais pas dédié assez de temps au TP. Du coup, j'ai fait un petit plagiat, j'ai trouvé un code sur internet. J'ai modifié quelques lignes, remplacé quelques noms de variables, ajouté quelques commentaires. Et le gars, il s'est rendu compte que je plagiais. C'était une rupture de confiance avec moi. Il était vraiment déçu parce qu'il m'a dit « J'ai placé de grands espoirs en toi et là, tu viens de me décevoir. » Et comme réaction, j'ai vraiment fait le RSA moi-même le lendemain. Je lui ai dit « Voilà, donc j'ai fait ce travail. Je m'attends pas à ce que vous m'excusiez, mais voilà. » Donc je tenais à répondre avec ce travail qui a été quand même authentique. Après, voilà, franchement... C'est un élément déclencheur dans ma vie parce que c'est l'élément qui m'a éloigné de ma carrière de rêve en fait. Parce que à partir de ce moment, je me suis retrouvé à travailler dans des SS2I, dans des structures informatiques ici au Maroc. Et la vérité, je n'ai jamais été à l'aise. J'ai essayé de m'adapter en fait pendant 3 ans, mais je n'ai jamais réussi. Du moment que c'était pas les maths, rien ne me branchait à l'époque. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer des vidéos de maths chez moi à la maison. Et c'est comme ça que Kezako est né. Ok, en fait, si je comprends bien, tu as, avec ce plagiat, tu as essayé... Enfin, déjà, je comprends pas très bien pourquoi tu as fait ce plagiat, c'est parce que J'avais pas le temps. En fait, dans ma tête à l'époque, le gars de 23 ans, que j'étais à l'époque, il s'est dit, bon, c'est juste un TP, RSA, c'est classique, il n'y a pas de souci, tu peux prendre un code source qui est existant. Il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Je ne pensais pas qu'il allait vérifier, en fait. D'accord. Après, moi, j'étais largement capable de faire RSA, quelque chose d'autre, carrément. Et pourtant, cet événement a vraiment changé ma vie. Quand j'y pense, c'est l'effet papillon, en fait. En fait, voilà, c'est que ça montre que même une toute petite action, voilà, qui peut passer, qu'on peut prendre à la légère, finalement, a beaucoup d'importance. Exactement. Faut faire attention aux détails. Exactement. Et puis, ça montre aussi que une fois qu'on plagie ou bien qu'on fait des choses qui sont pas très très top, on a ce qu'on mérite. Donc, c'était une leçon que j'ai apprise à l'époque. Très bien. Donc, leçon apprise, une belle leçon. Donc, tu fais des vidéos de maths chez toi. Ouais. Tu les fais, alors raconte-nous, tu les fais le soir, le week-end? En fait, comment ça a commencé? Je m'étais fracturé le pied, je suis resté à la maison pendant 2 semaines, et là je tombe au hasard sur Khan Academy à l'époque. Donc en 2012, et ça m'a vraiment inspiré. J'ai été fasciné devant la simplicité de ces vidéos, devant la force du concept. Je me disais, waouh, si on faisait ça au Maroc, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait génial. Et c'est à partir de ce moment que je me suis mis en tête que je devais faire des vidéos similaires, donc coûte que coûte. Alors je suis parti à Delbrel pour chercher le matériel, je commençais à demander à des personnes par-ci, par-là. Quelques semaines plus tard, voilà, je commençais à faire mes premières vidéos. Mais c'était quoi ton idée? C'était, si tu permets, c'était quoi ton idée? C'était de faire
les maths, c'est un sujet, tu vois, immense. Et c'était de prendre une année de lycée et de la faire de bout en bout. Enfin, à quoi tu t'attaques à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, déjà, je devais me motiver. Donc, pour me motiver, je vais aller pas faire des vidéos de primaire, ça me motive pas. Ok. Je vais choisir plutôt des thématiques assez complexes. Donc, peut-être classe prépa, maths sup, maths spé, la fac. Tu vois, des leçons assez compliquées comme la topologie, comme les probas. Donc, des concepts qui dérangent généralement donc les étudiants. Donc, les professeurs ne savent pas forcément très très bien expliqué, donc ou bien que leur explication est assez monotone. Moi, j'apporte un côté problem solving, un côté pédagogique très très comment dire, basique. J'essaie de me mettre dans la peau d'un étudiant donc qui sait rien, il connaît juste les principes de base de la leçon, et j'essaie de jouer avec les lancers de sorte à sortir de l'information, et à partir de ces informations, je peux supposer un petit peu les pistes qui peuvent me mener à la solution. Donc c'était plus le côté problem solving qui me passionnait et qui me permettait à chaque fois de rester très très motivé pour faire mes vidéos au début. Donc là, tu présentes des concepts et tu fais des exercices pour vérifier que les concepts sont bien assimilés? Oui, en fait, mon idée, c'était de prendre des exercices difficiles et de les rendre extrêmement faciles. Parce que derrière la difficulté, en fait, c'est juste le côté méthodologique. On n'est pas obligé d'être très bon en maths, mais en fait, le côté logique et le côté curieux, il est très très intéressant dans les matières scientifiques, et c'est ce que j'étais en train d'apporter dans mes vidéos. Très bien. Ok, t'achètes le matériel. Ouais. Et alors, comment tu démarres je sais pas, si tu démarres chez toi en train d'enregistrer, c'est quoi? Si tu mets une voix sur quel type de contenu? Au début, j'avais commencé par les classes préparatoires parce que c'était assez challenging pour moi. J'aimais bien. En fait, j'ai commencé par des exercices que moi-même je trouvais difficiles à l'époque. Et j'essayais, avant de faire la vidéo, j'essayais de les résoudre moi-même, tout seul, sans voir de solution. Ou bien quand c'était pas possible, je voyais la solution et j'essayais vraiment de comprendre d'où est-ce que la solution elle émane. Et ce travail-là, j'étais très très content, très excité de le présenter. Et qu'est-ce que je faisais en fait? À l'époque, je me rappelle, je prenais MS Paint. Donc, tout simplement, j'avais toujours la culture des bootstrapping, ce qui est génial parce que je m'attends pas à ce que la chose soit parfaite du premier coup, donc il faut vraiment commencer puis améliorer au fur et à mesure. Donc à l'époque c'était MS Paint, j'avais une grosse feuille sur MS Paint donc qui prenait des mètres carrément de longueur parce que je descendais à l'époque dans mes vidéos, c'était pas slide par slide, c'était plutôt une grosse feuille donc d'une dizaine de mètres. Et voilà, j'avais pris une tablette graphique pour interagir avec cette feuille et de faire en sorte comme si c'était un stylo carrément, alors que c'était un outil digital. Et puis pour l'enregistrement, je le faisais avec mon iPhone. Et puis voilà, donc Camtasia, tout ça, un petit montage, et j'ai mes premières vidéos, j'ai du fait sur YouTube, j'ai des feedbacks de mes amis qui m'encouragent, qui sont tout excités comme moi. Et je me rappelle très bien, il y avait une collègue à moi, Myriam, et m'avait dit tu partiras très très loin, Youssef, parce que tu es très passionné. Et ça m'avait marqué. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment très triste quand je bossais à l'époque dans ma dernière expérience professionnelle en 2012. J'étais vraiment très triste car je m'identifiais pas dans ce que je faisais. Ok, donc tu avais toujours cette revanche à prendre sur, on va dire, sur une ambition beaucoup plus forte liée aux maths, n'est-ce pas? Oui. C'était ça, lié aux maths, mais les maths à haut niveau, cryptographie, etc. J'avais même un blog en 2010 qui existe toujours, donc si vous tapez Youssef Relm cryptographie, vous pouvez trouver ça sur Google. Très bien. Et donc tu n'es pas satisfait par ton passage professionnel, tu démarres ces petites vidéos, donc ta chaîne YouTube perso, j'imagine. Et alors, donc la mayonnaise commence à prendre. Elle commence à prendre, et en fait moi je suis tellement excité par le concept que je fédère autour de moi des amis donc pour les encourager à créer du contenu en physique, en français. Il y avait ma mère en fait qui m'aidait en français, à l'époque Erdogan qui m'aide en physique, d'autres amis qui font des vidéos de maths de primaire. Il y avait même un gars qui faisait des tutoriels de dessin parce qu'au début je savais pas en fait comment j'allais diriger Kazako. Est-ce que ce serait des tutoriels donc sur toutes les thématiques ou bien juste académiques? Je savais pas vraiment. Je me disais dans un premier temps on va essayer de faire une plateforme pour des tutoriels
éditorial, donc Made in Morocco, et peut-être pourquoi pas ne pas en faire une plateforme communautaire, donc à la place de fédérer moi-même des gens. Donc on met en place une plateforme dans laquelle les gens ils vont pouvoir créer leur propre chaîne, diffuser leur propre contenu et les héberger chez nous en fait. Mais à l'époque, je manquais un petit peu d'expérience. J'avais bien besoin de plus d'accompagnement. Mais bon, en fait, l'idée me passionnait énormément et j'étais prêt à tout pour me lancer. Et d'ailleurs, j'ai démissionné en octobre 2013 pour me lancer pleinement à Kezaku en lançant un site web le même mois, donc en mois d'octobre. D'accord, donc là Alors Kezaku, c'est quoi cette marque? Justement, Kezaku, ça provient du français aquitain, ça provient du mot Kezako. Okay. Et Kezaku, ça veut dire c'est quoi? Tout simplement. D'accord. C'était un jeu de mots en fait. Quand on me dit c'est quoi Kezaku, je leur dis tu viens de dire. Donc c'est quoi? C'est la réponse. Donc Kezaku avec le coup, donc ça fait le côté start-up, c'est ça? Le double O, ça fait l'infini en fait. Ça fait le côté éducation. Ouais. Éducation. Très bien. Ouais. Et c'est un petit côté start-up. Oui. C'est un petit côté, une connotation start-up. Donc l'idée, tu t'inspires du modèle de la Khan Academy ou pour faire cette plateforme qui va agréger du contenu. Tu démissionnes, très bien. Alors, comment ça se passe le début? Est-ce que ton idée c'était est-ce que tu avais un modèle économique, tu vois? Au début, en fait, je voulais faire une grosse plateforme à la YouTube. Voilà, donc rien ne nous empêche de rêver, donc moi je rêvais. Je voulais faire une grosse plateforme à la YouTube et monétiser à travers des partenariats sponsorisés, comme le modèle de YouTube, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je voulais faire ça. Après, il s'est avéré que c'était pas très faisable sur le court terme. J'ai eu de la chance parce que je me suis entouré de personnes très présentes, très solidaires de ma mission. Et ça m'a permis d'avoir un premier marché donc quelques mois après ma démission, donc le mois de mars 2014. J'ai eu un marché avec un grand opérateur télécom. C'était mon premier marché, c'était vraiment excitant parce que j'avais pas d'expérience avant. Et le marché il consistait à créer une petite centaine de vidéos pour l'opérateur en marque blanche. C'était un challenge très difficile que j'ai pu relever finalement. Donc voilà. Tu te rappelles comment est venue cette opportunité? Oui, bien sûr. En fait, quand j'ai commencé Kezaku, en fait, depuis tout le temps sur les social media, je diffuse un petit peu mes activités parce que je sais que ça peut ouvrir des opportunités. Et d'ailleurs, ça m'avait ouvert l'opportunité de croiser un gars très très important dans la société. Voilà, il s'appelle Younes. Alors Younes, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'avait proposé de participer à un événement, donc un événement RP, relation presse, de l'opérateur en question. D'accord. Et il m'a présenté à une personne très importante dans cette organisation. Et voilà, donc il lui a dit que ce gars, il crée du contenu vidéo de super qualité, donc pourquoi pas lui donner un marché avec vous, tu vois. Donc, très bien, ok. Ça a marché. Et justement, c'est intéressant dans l'évolution de la qualité de ce que tu faisais en termes de vidéos. Est-ce que donc tu as commencé au mois d'octobre, est-ce qu'entre octobre et je sais pas, avril de l'année suivante, est-ce qu'il y avait vraiment un gap important? Oui, il y avait un gap important parce que non seulement je créais du contenu moi-même, mais je supervisais des gens. Et donc c'était d'expérience en fait. Donc un partage d'expérience entre pas uniquement de ma part vers ces gens, mais également de leur part vers moi. Et ça nous permettait d'apprendre à chaque fois des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire. Et je me rappelle très bien, le mois de juin 2014, j'ai découvert une très bonne méthode que j'utilise jusqu'à présent. D'accord. C'est quoi? En fait, tout simplement, la rédaction. En fait, l'idée en fait, c'était d'avoir des scripts de la part des inspecteurs ou des professeurs, de convertir ces scripts donc sur le support donc sur lequel on travaille, à la place d'écrire de manière improvisée donc en live et d'enregistrer la vidéo en même temps, on pose déjà le script de manière animée sur notre support interactif. Et une fois que c'est fait, ça nous permet d'optimiser déjà la durée de la vidéo. Déjà, ça optimise de 40 jusqu'à 60% la durée de la vidéo. Et après, quand on veut enregistrer la vidéo, c'est juste la voix off et quelques interactions avec l'écran. Ok. Mais alors, sur ces différents supports, comment tu as appris tout sur le tas? Oui. En expérimentant. J'ai expérimenté une dizaine de supports. Je me rappelle d'un projet Open Sankoré, c'est un truc sénégalais, open source. Ça aussi, j'avais utilisé. Mais finalement, je me suis retrouvé dans mon process actuel. Et franchement, le résultat, il est très satisfaisant de mon côté, Zana. Très bien. Donc là, tu as ton premier partenaire.
donc qui va un peu te financer avec du contenu en marque blanche. Après, je crois que tu commences à être visible au niveau des prix de start-up. Ouais. Maroc Web Awards, etc. Vers quoi finalement tu t'orientes? Ça te consolide un peu, ça te renforce dans ta conviction que tu vas y arriver? Oui. Ça me donne beaucoup d'espoir. Une reconnaissance, ça fait toujours plaisir, surtout que la mission de Kezaku, c'était de hausser les standards d'éducation au Maroc. Donc, à part moralement, c'était aussi de la visibilité pour mon travail. De la part des directeurs marketing de plusieurs organisations ici au Maroc. Donc, ça me permettait de nouer des liens, des relations avec un réseau assez intéressant à l'époque. Donc, en tant que débutant, ma première année d'expérience. Franchement, je suis très satisfait de cette première année, malgré les difficultés que j'ai endurées. Mais l'apprentissage, il était exponentiel parce que, voilà, j'y allais vraiment à fond. J'étais pas dans cette optique, attention, je risque de faire ceci, je risque de faire cela. Je me disais toujours, là où il y a le risque, il y a l'opportunité. Et du moment que j'ai pas vécu le coup dur, donc pourquoi il y aura un coup dur? Il fallait que j'essaye. Et des fois, c'était un petit peu stupide parce qu'il y avait un ami à moi, Ayoub, il me disait, Youssef, tu vas tomber. Mais si tu fais ça, tu vas tomber. Et pourtant, moi, j'avais la tête, j'étais entêté. Je finissais peut-être par tomber, mais je devais tomber pour savoir que j'allais tomber. Je pars jamais en fait à partir du principe que quelqu'un m'a dit attention, que je dois faire attention. Je dois être convaincu d'abord. Et avec le temps là, avec le nombre d'erreurs que j'ai commises en 7 ans d'activité, je pense que aujourd'hui j'ai quand même une certaine aptitude à flairer le risque, tout en gardant mon côté risk taker. Mieux apprécier le niveau de risque. Exactement. Très bien. Bah alors, c'est quoi ces erreurs-là de débutant? Écoute, j'étais très naïf. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Toute ma vie. Alors, je t'explique. La première connerie que j'ai faite, j'étais déjà à l'époque, c'était Qaraya ou Dar, tu vois, principalement. Et il y avait un gars qui voulait me faire un logo Kezaku, la première personne avec qui je collaborais. Après, c'était question qu'il me fasse le site web. Il m'avait demandé de lui prêter de l'argent. Et que comme quoi je bossais dans une banque, donc j'allais avoir droit à un taux préférentiel et qu'il allait me rembourser à temps. Donc moi je lui ai tout pris, donc j'ai pris tout le cash qu'il m'avait demandé. C'était comme une grosse somme d'argent pour un jeune ingénieur. C'était 80 000 dirhams quand même. Okay. C'était toutes mes épargnes. J'avais même pas pris de chèque en fait en son nom, tu vois. Donc j'ai pris le cash, je lui ai donné. Et le premier mois, le gars il prend la voiture donc qu'il m'avait dit qu'il allait prendre, mais le gars il disparaît et il donne pas signe de vie. Donc voilà, c'était une grosse connerie que j'avais commise since day one sur Kezaku. Après, heureusement que j'ai des amis. Ça, c'est que tu as fait confiance. Aveuglément. C'est pas risque professionnel, c'est-à-dire, mais c'est que tu as fait confiance. C'est que humainement, tu as fait confiance c'est ça. à quelqu'un. Mais tu sais, professionnellement parlant, la start-up, c'est beaucoup d'humains. Parce que du moment que tu n'as pas des gros moyens pour recruter des personnes avec des process bien établis, une manière de faire, etc., c'est d'abord un discours, c'est d'abord une connexion, une création de liens. Et donc moi, depuis toujours, j'étais convaincu qu'il fallait donner de sa personne pour avoir une contrepartie. Oui, j'ai gardé l'aspect chez moi, mais aujourd'hui, je sais flairer les roublards. Très bien. Alors, la manière dont tu as fait évoluer le concept Kezaku est intéressante. Donc, il y a la plateforme, il y a le contenu gratuit. J'imagine, voilà, ça fait partie de la mission initiale. Et puis, il y a le contenu, c'est ça, le contenu marque blanche qui doit financer le développement du contenu gratuit. Okay. Est-ce que j'ai bien compris En fait, c'est pas vraiment ça. Alors, marque blanche, on le faisait au début. J'avais pas vraiment d'expérience en business model. J'avais pas forcément cette vision que j'ai aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était une opportunité business. Je sautais dessus, etc. Aujourd'hui, on fait pas de contenu en marque blanche. C'est plus le contenu gratuit. On le fait en partenariat avec des sponsors. D'accord. Donc, qui font ça pour leur RSE et qui nous soutiennent financièrement. De notre côté, on doit atteindre les objectifs d'impact sur lesquels on s'est engagé vis-à-vis de ces sponsors. Par ailleurs,
on a d'autres modèles économiques. Donc, il y a le modèle économique de l'abonnement. Donc, l'année dernière, on a lancé un nouveau service donc de contenu premium destiné à la filière bac international option français, le BUOF. Donc, c'est des formules basées sur les abonnements qu'on vend soit en B2B, des entreprises qui veulent offrir des perks à leur personnel, donc, notamment en octroyant à leurs enfants un accès à notre plateforme, mais aussi donc, en B2C grâce à des campagnes influenceurs ou bien des campagnes sur les médias sociaux. Donc, Kezaku BUOF, ça existe depuis 1 an. On a aussi lancé Kezaku Sup, donc plateforme d'orientation qui, grâce à des tests de personnalité, permet à l'étudiant de mieux cerner donc, ses points forts, ses faiblesses. Et sur la base de ce test, on peut lui proposer des carrières qui sont adaptées à ses préférences. Et l'idée, c'est de faire du matchmaking entre écoles supérieures, privées ou non, avec ces étudiants-là. Donc, c'est un modèle économique basé sur la génération de leads. Ok, très bien. Donc, vous êtes en train de vous prospecter. C'est ça, vous prospectez des étudiants finalement pour les ramener vers vers ce contenu. Exactement. Très bien. Alors, le Covid, en ce moment, est-ce que ça explose ce besoin d'avoir du contenu de qualité, est-ce qu'il y a vraiment est-ce que vous ressentez ce besoin-là? Bien sûr. En fait, le trafic, il a énormément grandi donc, en période de Corona. Nous avons eu l'intérêt de plusieurs entreprises donc, pour justement travailler leur RSE donc, pendant cette période, notamment en nous permettant de combler les lacunes que nous avons sur le site web parce que nous n'arrivons toujours pas à couvrir tous les niveaux scolaires. Mais voilà, c'est aussi une opportunité pour les entreprises de participer à une action citoyenne à forte portée sociale. Donc, on a ça d'un côté. D'un autre côté, sur Kezaku BUOF, nous avons eu une croissance fulgurante des abonnements donc, entre le mois de mars et le mois de juin. Parce que le bac, il approchait à grands pas et les élèves, ils partaient plus à l'école. C'était vraiment compliqué pour eux. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, le e-learning devient au centre de l'intérêt et de l'éducation au Maroc. Très bien. Donc, on peut dire que tu avais un peu anticipé ce mouvement-là au bon moment. Exactement. Très bien. Donc, l'aventure donc Kezaku se développe. Alors, aujourd'hui, peut-être si tu peux nous donner juste une image, c'est une équipe de combien de personnes? La plateforme qui est en ligne, vous l'avez développée vous-même. Raconte-nous un peu les coulisses de l'aventure. Alors, Youssef, dans l'aventure Kezaku, c'est monsieur partenariat, business development et création de contenu. Donc, c'est ce que je sais faire de mieux, ce que j'ai appris de mieux pendant ces 7 ans d'expérience. Après, j'avais toujours un problème avec tout ce qui est plateforme, tout ce qui est campagne digitale, parce que bien évidemment, la journée, il y a juste 24 heures, tu peux pas tout faire. Et quand je faisais travailler quelqu'un d'externe, le rendu n'était jamais satisfaisant. Il n'y avait pas un engagement sincère à 100%. Et les personnes n'arrivaient pas à partir, comme on dit, l'extra mile. Donc on faisait juste ce qui était demandé, pas plus. Ça m'avait toujours causé un problème jusqu'au point d'être dépité à un certain moment et je voulais tout arrêter. C'était en 2017. Et c'est là que je rencontre Ahmed, donc, qui est un gars très très sympa. Donc à l'époque, il avait une agence digitale. On avait collaboré ensemble sur quelques projets. Alors excuse-moi, rencontre. Comment ça Alors, moi je connais à la base Mohamed. Mohamed Alabou. Donc c'est un ami à moi, c'est un gars qui est très très jeune et il est très très compétent pour son âge. Donc c'est un petit génie, donc c'est comme ça que je le percevais, que j'ai toujours perçu. Je le croise après 4 ans de disparition et là on commence à parler, tout ça. Il m'a dit Youssef, je dois te présenter un gars super génial, il va beaucoup t'aider sur Kezaku, etc. On se voit sur Starbucks, dit l'enfant. Et voilà, depuis le premier jour, le courant il est très bien passé entre nous. D'accord. Et à l'époque, j'allais mal financièrement, donc j'avais pensé carrément à quitter le Maroc pendant 4 mois, le temps de me faire une petite santé financière et de retourner. Et entre-temps... Et Kezaku tourne en parallèle. Oui, parce qu'en fait, j'avais un partenaire avec Orange. D'accord. Et Ahmed... Donc j'ai senti que je pouvais lui faire confiance et je lui ai confié les rênes donc, de Kezaku. Donc je l'ai mis en contact avec les professeurs, les créateurs de contenu. On s'est mis d'accord un petit peu sur l'user experience de la nouvelle plateforme, sur les objectifs. Et quand je suis rentré au Maroc, franchement, j'étais vraiment abasourdi par le travail de Ahmed. On est parvenu à passer de quelques centaines de visiteurs quotidiens à des dizaines de milliers en seulement quelques mois. Et c'est bon, la décision était déjà faite. J'avais trouvé mon partenaire pour la première fois. Donc, sachant que au début de l'aventure, j'avais un premier partenaire puis un deuxième. À chaque fois, ça s'est très très mal passé.
très très mal de manière hardcore. Mais avec Ahmed, c'était là une belle rencontre et il y a une très belle relation entre nous en fait. On a une relation fraternelle, très bienveillante. Chacun il apprécie l'autre, donc il y a un respect mutuel et on est là l'un pour l'autre surtout. C'est quoi les enseignements, si tu as avec un peu de recul, donc, parce que c'est très important de trouver le bon partenaire. C'est compliqué. Hyper compliqué. Voilà, est-ce que tu as quelques recommandations, bonnes idées là-dessus? Alors, la première des choses, c'est il doit y avoir un alignement de vision. Deuxième des choses, on doit avoir la même rage, la même faim. Okay. Parce que si on n'a pas la même rage, il n'y aura pas la même contribution et c'est très très dérangeant en fait de voir qu'il y a quelqu'un qui s'arrache et l'autre qui se la prend, qui se la coule douce. Est-ce qu'il y a un partage de valeurs qui est aussi... Bien sûr, partage de valeurs, c'est la base en fait. Il n'y a pas de jonction, là, il n'y a pas de relation meaningful, hein, comment dirais-je en français, il n'y a pas de relation forte sans partage de valeurs. D'accord. Donc les valeurs, on s'était alignés since day one. Donc Ahmed, il voulait vraiment contribuer à l'éducation au Maroc. Moi, bien sûr, j'incarnais la mission depuis déjà un petit moment. Et à partir du moment que j'ai vu le résultat du travail de Ahmed, j'ai vu la sincérité de ses efforts, j'ai vu ce qu'il avait accompli, j'ai vraiment apprécié la chose. Ok, donc on teste, c'est ça. Et quand on voit que l'engagement est là et le résultat est là, on fonce. C'est comme le mariage. Donc au début c'est une relation de couple, après c'est les fiançailles, et puis c'est le mariage, étape par étape. Ok, très bien. Donc c'est une belle image que celle du mariage. On comprend très vite ce que ça veut dire. Ok, donc on parlait effectivement de l'équipe Kezakou. Donc il y a donc Ahmed, cette personne qui prend une part importante et qui va assurer pendant ton absence, je dirais le bon déroulement des prestations, le développement du site, etc. Et depuis, donc vous continuez à vous développer. Oui, alors aujourd'hui on est presque 6 personnes, mais dernièrement on vient de faire une levée de fonds, donc de quelques millions de dirhams. Donc il y a de cela un mois. On vient de la faire, avec tout ce contexte, confinement, e-learning, les investisseurs, ils ont senti que c'était le bon timing d'investir sur Kezakou. Et là, on s'apprête à agrandir nos équipes, avec un business model bien clair et des objectifs ambitieux, et surtout une expérience de 7 ans, donc, et beaucoup de détermination dans notre mission. Donc au début, on n'avait pas autant de moyens. Là, on dispose des moyens, il y a un contexte favorable, il y a une belle expérience, donc c'est le moment d'aller à fond. Alors comment on fait une levée de fonds? Comment on intéresse les investisseurs, des investisseurs? Comment on les trouve? Déjà, ok, comment est-ce qu'on les trouve? Très bonne question. Plusieurs manières de trouver les investisseurs. Okay, pour les intéresser, je vais commencer déjà par trouver les investisseurs. Pour trouver les investisseurs, on peut commencer par des incubateurs. Donc au Maroc, on a quelques-uns, comme Moroccan Size, M-Size, incubateur Bidaya, Espace Bidaya, la Factory, et j'en passe. Donc je ne vais pas faire la publicité de tous ces incubateurs. Mais il faut se faire connaître auprès de ces incubateurs. Exactement, parce que les incubateurs, en fait, ils assurent cette jonction entre les entrepreneurs, les start-upers, et les investisseurs. D'accord. Après, moi je vous dis quelque chose. Au Maroc, on n'a pas la culture des business angels. C'est encore trop timide pour qu'il y ait un vrai changement systémique. Okay. Par contre, il y a des gens qui sont prêts à investir pour tester. Est-ce qu'il y a des startups qui valent le coup? Donc aujourd'hui, du moment qu'on n'a pas eu encore de grosses success stories marocaines, c'est normal un petit peu que les gens ils soient légèrement dubitatifs par rapport à la startup. Par contre, c'est comment dire, donc quand il y a une bonne équipe, quand il y a un prototype qui a fait ses preuves, quand il y a des premières ventes, on n'est pas obligé de voir que c'est une future licorne, mais que c'est un business qui tourne. Donc peut-être dans une forme rudimentaire dans un premier temps, mais voilà, donc qu'il y ait clairement des chiffres à l'appui, comme quoi il y a des clients qui font confiance au produit, à l'entreprise. Après, l'investisseur, quand il y a un matchmaking avec l'entrepreneur au niveau personnalité, au niveau peut-être complémentarité aussi. Par exemple, si moi je suis un fabricant de sacs et je tombe sur une personne qui a une entreprise de livraison à l'international, donc qui fait un gros volume de transferts quotidiennement, etc. Il y a clairement une complémentarité donc, avec l'expérience de cette personne. Donc en fait, avec l'investisseur, c'est aussi une relation personnelle.
Donc, est-ce qu'il y a la première des choses que voit l'investisseur, c'est la personnalité de l'entrepreneur. À part sa personnalité, il faut qu'il y ait vraiment une vision, donc un modèle économique qui tourne en fait. Et il n'y a pas plus rassurant qu'un prototype qui a déjà été vendu, Okay. un MVP, un premier chiffre d'affaires. Mais là, avec Kezaku, on a dépassé. Oui, je parlais pas de Kezaku en fait. Je parlais Moi, en je parle général. toujours de Kezaku. Alors pour parler de Kezaku, ce qui a sûrement marqué les investisseurs, c'est notre côté combattant, notre côté militant pour l'éducation en ligne. C'est aussi le fait qu'on soit la seule start-up qui date depuis 2013 et qui existe jusqu'à aujourd'hui au Maroc. Bon, je ne sais pas s'il y en a quelques autres, mais ma première génération de start-up à laquelle j'avais participé avec Maroc Startup Cup, avec Startup Maroc, etc. Franchement, la plupart, ils n'existent plus. Donc, soit les personnes elles sont parties à l'étranger, soit elles ont bossé quelque part, mais voilà, donc il y a le côté résilience qui a intéressé les investisseurs, il y a le côté capacité d'exécution qui est très importante, donc peut-être que c'est un secteur voilà qui a pas été forcément très très rentable durant certaines années, mais notre capacité à lancer des nouveaux concepts, à tester des nouveaux modèles économiques, ça prouve qu'il y a une culture lean startup, qu'il y a une culture d'itération, de prototypage, d'agilité. Et c'est ça ce qui intéresse les investisseurs. Après, quand on leur montre le chiffre qu'on a fait, donc quand même, on a un petit track record de quelques millions de dirhams en 5 ans d'activité, 6 ans plutôt d'activité, ça prouve qu'il y a du potentiel. Et aujourd'hui, avec le contexte du coronavirus, voilà, oui, c'est pas. Il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est pas un secret que le e-learning, ça, c'est le bon timing pour le e-learning. C'est juste que ce type de projet de création de contenu de haute qualité, ça consomme beaucoup de ressources et nous on a l'expérience quand même. Donc et du coup, peut-être que c'est difficile pour quelqu'un de s'initier à ce marché avec peu de moyens, mais nous on a la capacité à rentabiliser justement cette expérience, notamment avec notre plateforme d'abonnement payant. Donc aujourd'hui sur Kezaku, en fait, on se dirige vers un modèle freemium, donc pour couvrir tous les niveaux, donc du primaire jusqu'à la terminale, avec du contenu gratuit, mais en démocratisant l'accès à du contenu de qualité, donc pour les parcours d'excellence en fait. Donc tu as du contenu gratuit pour réviser tes cours, mais pour bien t'entraîner et pour avoir plus de chances de réussir ton bac ou là avoir une très très bonne note, tu as des circuits d'excellence, donc tu payes un petit prix symbolique entre 100 et 500 dirhams par mois, et puis voilà. Okay. Donc l'idée c'est de démocratiser le e-learning. D'accord, donc c'est quelque part une alternative au soutien scolaire classique. Oui. Là, il est plutôt en ligne et voilà, et il permet aussi peut-être de la personnalisation. Je sais pas, il y a certainement des axes de valeur ajoutée. Exactement. À passer au canal. Après, pour la question de où trouver les investisseurs, comme j'ai dit, tout ce qui est incubateur, ça permet de faire le lien entre l'entrepreneur et l'investisseur, des pitchs qui sont faits, et là, en fonction du discours de l'entrepreneur, là, il peut faire un bon matchmaking avec l'investisseur en question. Soit qu'il y a une LinkedIn aussi, donc l'idée c'est de voir aussi les Capital Ventures, donc pas forcément au Maroc, mais aussi en MENA, aux États-Unis, UK. Donc l'idée c'est vraiment de faire du headhunting, de chercher des investisseurs qui ont investi dans un type d'industrie, donc pour se dire ok, il a investi dans cette industrie, donc il y croit. Moi j'ai un produit qui va avec la même logique. Pourquoi ne pas le contacter directement? En fait, moi je trouve que LinkedIn c'est une super plateforme donc pour la création d'opportunités business. Et personnellement, j'ai rencontré 2 investisseurs aujourd'hui, donc qui n'ont pas encore investi avec moi sur Mirati grâce à LinkedIn. Ok, d'accord. Donc c'est une plateforme effectivement de mise en relation. Et puis le bouche à oreille surtout. Okay. L'idée c'est vraiment de voir des entrepreneurs marocains au Moyen-Orient ou là aux États-Unis peut-être, dans le domaine de la tech, etc. et leur demander. Parce que voilà, donc la diaspora marocaine elle se montre quand même solidaire des entrepreneurs marocains, et pourquoi pas. Alors justement, je sens pointer le PR de Youssef là qui augmente, parce que finalement on voit que tu te mets beaucoup en avant pour défendre tes projets. Est-ce que tu te souviens de quand tu as fait ta première vidéo, voilà, pour mettre, si tu veux, en avant ton visage et ton discours directement face caméra. Je l'avais fait en 2014, si je me rappelle bien.
En fait, ma première vidéo, je parle pas de l'interview, d'interview donc que j'ai fait avec les chaînes télé. Je parle de vidéos de mon propre gré. Donc, c'est ça. Sur LinkedIn ou voilà. Ok. Alors en 2014, j'avais fait une première vidéo qui m'a été demandée par l'événement à Marrakech, donc pour inspirer les jeunes. Et je me rappelle quand je parlais devant la caméra, voilà, j'avais pas la même manière de parler qu'aujourd'hui. Donc c'était pas à 100% naturel. C'était légèrement fake. Pas très fake, mais c'était légèrement facile. C'est pas facile parler. En fait, comme on dit en anglais, practice makes perfect. Ouais. Donc voilà, donc à partir du moment que tu fais des vidéos over and over again, tu deviens très très confortable avec la caméra, tu commences à prendre encore plus d'initiatives. Alors moi, je peux t'expliquer comment je suis devenu hyper à l'aise. Au début, j'étais légèrement fake, comme je t'ai dit. Donc j'essayais de parler d'une certaine manière, etc., de bouger d'une certaine manière. J'avais pas l'impression que j'étais vraiment moi-même. Après, durant l'été 2017, en fait non, il y avait un concept que je voulais lancer en fait en 2016 qui s'appelle Batman. Donc parce que je suis un grand fan de Batman et du moment que je suis fait éducation, à la place de faire Bat, j'ai fait Bac. Donc c'est des conseils adressés aux lycéens. Donc au début c'était un dessin animé donc qu'on faisait. Donc c'est un concept assez innovant que je voulais vendre à des entreprises pour leur RSE. Je suis pas parvenu à le vendre à l'époque. Et du coup, j'ai décidé de me mettre face à la caméra, donc à commencer à donner des conseils aux jeunes devant la caméra. C'était franchement pas mal. Donc le rendu, il était encourageant, il y avait du potentiel, mais je bougeais trop avec mes mains. Il y avait toujours des axes d'amélioration, donc mes amis me faisaient ces remarques-là. Après, 2018, quand je suis rentré de l'Égypte, j'ai commencé à faire des vidéos dans mon garage. Donc j'ai pris le matos, donc une petite caméra, un petit micro-cravate et j'ai commencé à partager des conseils de développement personnel, tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Parce que en fait, déjà comme entrepreneur, le développement personnel, c'est au cœur de mon attention en fait. Chaque jour, il y a des habitudes que je veux enlever. Chaque jour, il y a des... On va en parler. On va en parler à la fin. C'est intéressant que tu évoques ce sujet parce que effectivement, tu es en train de nous rappeler qu'un entrepreneur, c'est au quotidien et aussi des habitudes à prendre et un état d'esprit à adopter. Exactement. Surtout que personnellement, j'ai jamais choisi la voie de la stabilité. J'ai le choix en fait de faire des entreprises orientées cash, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. En fait, moi, je veux faire du cash avec de l'innovation et beaucoup de passion. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de passion. Donc, c'est pour ça que voilà, je peux me contenter d'un minimum de confort, mais rester dans une situation assez rudimentaire quand même. Et ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me pousse à donner encore plus de moi-même. D'accord. Donc du coup, c'est un challenge chaque jour pour rester productif, pour savoir gérer son temps, à quoi est-ce que je devrais accorder les priorités, comment est-ce que je dois agencer mes rendez-vous durant la semaine. Et là, j'ai un mindset en fait auquel je crois tellement en fait. Par exemple, qu'est-ce que je me dis aujourd'hui? S'il y a quelqu'un qui veut me voir, il doit venir vers moi. Il doit se déplacer vers mon quartier, vers mon QG, quartier général, parce que voilà, je suis très focus dans mes activités. Par défaut, je préfère ne pas être dérangé, par défaut. Mais si la personne, elle est vraiment volontaire et qu'il y a un souhait de me voir, je me dis, ok, c'est peut-être une opportunité, mais en même temps, je vais éviter de me déplacer. Ça va me consommer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est Casa, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc autant que la personne vienne vers moi. Et avant, je faisais le contraire parce que je savais, j'étais toujours pas, entre parenthèses, quelqu'un. J'étais pas aussi déterminé qu'aujourd'hui par rapport à mes objectifs et aussi conscient de l'importance du focus qu'aujourd'hui, que voilà, histoire de bâtir un réseau, c'est moi qui me déplaçais vers les personnes, etc., etc. Aujourd'hui, tout le monde vient vers moi. Ça me permet d'optimiser le temps. Ça veut pas dire que tu as pris la grosse tête. Non. Écoute, il y a une différence entre confiance / détermination et humilité. Alors l'humilité, c'est au quotidien, c'est le fait d'être capable de parler à tout le monde avec le même respect. Donc ne pas prendre la grosse tête. La confiance, c'est de savoir la valeur de son temps et de savoir la valeur de ce qu'on apporte à la société. Donc c'est comme ça que je fais la différence entre les deux. Excellent. Donc à ce moment-là, tu te trouves porteur de ce message, tu rentres dans le garage, tu ramènes du matériel pour te filmer et pour pouvoir le diffuser. Exactement. Donc au début, je faisais des vidéos en français. Donc je voulais tester le modèle économique d'une chaîne YouTube à portée francophone. Donc pour voir est-ce que je pouvais générer des revenus grâce à AdSense. Donc après, il s'est avéré que malgré la qualité du contenu, il fallait la distribution.
La distribution, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour un newcomer. Donc, soit avoir un groupe Facebook donc, pour cultiver du contenu avec sa niche. Et voilà, grâce à la croissance organique du groupe Facebook, ça va driver des visiteurs à la chaîne YouTube, etc. Chose que j'avais pas forcément l'intention de faire. Moi, je voulais surtout faire des vidéos. Et du coup, je me suis découragé à un certain moment. Je me suis dit, c'est pas la peine. Et en lançant ma première marque Aldabag, j'avais fait une vidéo, encore une fois, où j'ai présenté mes produits. Et grâce à cette vidéo, en fait, j'étais parvenu à vendre 100 sacs en moins de 2 mois. C'était vraiment tonitruant, j'étais hyper content. Quelques semaines plus tard, je suis invité à être l'animateur d'un événement, en fait, à High Intelligence. Donc, c'était un événement qui concernait le marketing digital. Donc, il y avait 1000 personnes environ. Donc, et c'était un événement en arabe. En arabe classique, qui n'est pas forcément mon territoire. Je suis plutôt pas mal, je sais me débrouiller. Je venais de rentrer d'Égypte, donc ça va. Donc l'arabe égyptien un petit peu, l'arabe classique pas terrible. J'étais hyper stressé, je te raconte même pas, hyper stressé. À tel point que j'avais écrit tout le script sur un papier et voilà, je le récitais. Je l'apprenais et je récitais une fois sur scène. J'arrivais pas à parler spontanément. Je récitais littéralement et j'avais la peur de ma vie. J'avais la peur de ma vie de rater une phrase ou bien d'avoir un blanc soudainement, etc. Après, quand l'événement il est terminé, je ressens un grand soulagement, mais je ressens en même temps que j'ai grandi. Waouh, quand même. J'ai eu l'audace de présenter devant 1000 personnes. That was amazing. Et à partir de ce moment, je sais que je peux faire tout en fait. Je peux être encore plus audacieux. Et je peux encore aller plus loin que la vidéo. Après, donc, on refait des vidéos sur Aldabag pour présenter à chaque fois les nouveaux produits. Et voilà, donc... Alors, Youssef, tu parles de Aldabag parce que tu as fait un fast-forward. Ouais. Qu'est-ce que c'est Aldabag? Ok. Alors, Samhlia Karim, l'évolution de les vidéos. Après, je raconte à Aldabag. Alors, Aldabag, en fait, ça m'avait permis de prendre encore plus de confort devant la caméra. Après, je me suis rendu compte que si je voulais que mon message il soit entendu de tous, que ce soit l'éducation, la préservation de l'artisanat marocain, il fallait que je prenne les devants. Et du moment que mes marques, la maroquinerie s'adressent à une audience professionnelle, des cadres, des managers, ce genre de postes. Donc j'ai décidé que LinkedIn devait être mon nouveau Facebook. Donc comme on dit en anglais, LinkedIn is my new Facebook. Et là, je commence à diffuser du contenu par rapport à mathématiques, donc par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat au Maroc, par rapport à création de valeur ajoutée, à l'innovation, comment vendre, comment valoriser. Et voilà, donc il y avait des feedbacks très encourageants de la part de l'audience sur LinkedIn. Et ça me pousse toujours à créer plus de vidéos. Et comme on dit, practice makes perfect. Et voilà, je compte pas m'arrêter là. Peut-être que dans quelques années, je vais faire des vidéos en anglais et diffuser à mon LinkedIn avec une bonne audience anglo-saxonne. J'ai pas de souci. Alors, pour revenir à Aldabag, alors, en 2017, comme je t'avais dit, j'avais plein de difficultés, financières particulièrement. Donc je me suis dit tiens, pourquoi ne pas faire du e-commerce. Donc c'est un modèle qui marche, je peux vendre n'importe quel produit partout dans le monde. Au Maroc on a un savoir-faire extraordinaire qui est l'artisanat, pourquoi ne pas innover dans ce secteur et de le redynamiser. Donc là je commence à partir d'un besoin personnel, je me rends compte que j'ai besoin d'un sac d'une certaine qualité mais j'arrive pas à m'en procurer un sur le marché. Et c'est là que je commence tout le travail de prototypage, de recherche et développement, déjà pour faire mon sac en fait, dans un premier temps. Attends, je vais devoir te poser la question du... Donc ok, tu as un besoin... Alors le besoin d'un sac personnalisé te titille tellement que tu veux le créer le tien. Oui, c'est ça. Et le tien, voilà, c'est un prototype, il est merveilleux. Mais comment tu fais pour le designer ? Comment tu fais pour le tu vois, bien sûr, alors que tu n'es pas de ce domaine du tout, rien à voir. et pourquoi alors ton temps est précieux. Oui. Pourquoi tu investis du temps là-dessus? Alors parce qu'à l'époque je voulais faire du e-commerce, c'était très important. Donc c'était une décision que je développe. Il y a plein de possibilités dans l'e-commerce. Oui, je suis d'accord, mais moi je me suis dit l'artisanat marocain. C'est quelque chose qui nous tient à cœur comme Marocains, et on sait qu'il y a de la richesse là-dedans, et on sait très bien qu'il y a des grandes marques étrangères qui sous-traitent ici au Maroc. Donc, comme l'informatique, l'artisanat est une activité génératrice de valeur ajoutée à l'économie marocaine. Et
il y a de fortes ressources ici au Maroc pour l'artisanat. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ok. Un produit d'une certaine qualité, bleu cuir, qui est adressé aux professionnels qui ont le même besoin que moi, je pense qu'il y en a pas mal qui en ont besoin. Et donc moi, je commence à chercher au Maroc, il n'y a rien. Ok, pourquoi ne pas faire un produit marocain qui s'adresse à ces professionnels? Donc là, j'ai détecté une première opportunité. C'est vrai qu'au Maroc, on a de la chaussure. Oui. Enfin, je sais pas, on a des... Quelques marques de on a- chaussures. voilà, on a des chaussures. Donc toi, tu es allé dans cette tendance, c'est ça? Ma chérie, les chaussures, je Non, sais je très parle pas bien. des chaussures, mais dans cette tendance de faire du made in Morocco Du Made in Morocco. pour un produit qui finalement l'est pas, vraiment. Dans un produit qui ne Le l'est pas produit de vraiment. maroquinerie, donc tous les produits, tous les sacs, tout ce qui est aux bagageries. En fait, كاينين ولكن tu vas trouver Medina Qadima ou Mhm. bien des marques qui jouent sur le coût très très bas de leurs produits, donc pour s'adresser au grand public. On n'a pas des marques Ok. qui jouent sur la qualité avec une volonté internationale en fait. D'accord, ok. Et moi j'ai détecté l'opportunité. D'accord. D'abord en commençant par mon propre sac. Mhm. Et quand j'ai fait mon propre sac, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas le diffuser sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent mes amis. Mhm. Donc une fois que j'ai diffusé la photo, tout le monde il veut l'acheter. Mais j'ai qu'à tout le monde, c'est exagéré, mais j'ai une vingtaine de personnes qui s'adressent à moi. D'où est-ce que tu as pris ce sac? Combien de temps tu as passé sur le sujet? Et franchement, le design, Oui. tu es un designer dans l'âme ou juste du benchmark, Alors je te dis, du bon sens? le premier sac, je me suis adressé à parce que mon premier sac, je l'ai fait en 2017 déjà. Mhm. Donc je me suis adressé à un ami qui bosse dans l'Académie des arts traditionnels. D'accord. Je lui dis voilà mon besoin, ce que j'ai envie de faire pour mon propre besoin perso. Ok. Donc je lui ai fait confiance tout simplement. Donc je lui ai dit voilà mes spécifications. Et c'est de me préparer quelque chose dans ce genre. On est parti sur Pinterest. On a vu quelques sacs. Donc un bon petit design. Mhm. Et voilà, on a rapidement fait notre choix. Je me suis pas forcément cassé la tête floule. Mhm. Mais le design était vraiment pas mal. Et quand j'ai obtenu le sac, tellement il m'a plu, j'étais excité, j'ai partagé la photo. Et là, il y a mes amis qui veulent le sac. Et là, Très je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo pour raconter mon histoire et comment j'ai obtenu ce sac. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières 100 ventes. Et depuis ce jour, j'itère et je réitère en fonction des feedbacks de mes clients. Ça a duré 2 ans et demi jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle version donc, que je t'ai montré tout à l'heure, Karim, donc ma nouvelle marque dont je parlerai tout à l'heure, c'est la 10e version since day one. Donc je réitère à chaque fois et je compte réitérer une 11e voire une 12e fois avant de faire une grande campagne internationale. Ok, donc si je peux récapituler, la vidéo, elle vient de Kezaku comme média. Et toi, donc, avec cette idée d'adresser les besoins du manager, il faut passer par LinkedIn. Donc, tu accentues l'utilisation de la vidéo comme outil de promotion et tu itères et tu testes. Et ça Oui. marche. C'est ça. En fait, en faisant un max de vidéos, je sais ce qui marche de ce qui ne marche pas, donc comme thématique. Mhm. Et j'essaie de combiner entre les thématiques qui marchent. Et puis voilà. Est-ce que tu avais besoin d'entreprendre ailleurs? C'est ça? Tu avais besoin d'entreprendre ailleurs peut-être dans un métier qui a fort potentiel. Tu vas parler du e-commerce. Tu vas développer donc le concept sur la base de ce prototype Aldabag. C'est ça? En fait, oui. En fait, à l'époque 2017, j'avais besoin de changement. Mhm. J'avais besoin de faire quelque chose d'autre. Je ressentais ça Zema, de manière intrinsèque. À l'époque, je me disais, est-ce que je pars en France pour faire un master en Big Data, AI et tout ça? Ou bien, qu'est-ce que je vais faire en fait? Il y avait un questionnement que je me faisais vis-à-vis de moi-même et je devais prendre une décision en fait. Mhm. Et la décision que j'avais prise, c'était de me lancer la maroquinerie haut de gamme. Ok. Et après, bon, comme je suis un entrepreneur, j'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup l'apprentissage. J'étais passionné, je me disais, je suis sûr et certain d'apporter une nouveauté à cette industrie parce que je viens de l'informatique, je viens de l'éducation et je me lance un domaine qui n'est pas mon domaine en fait. Mhm. Et les gens qui sont formés de domaine, ils vont pas du tout penser de la même manière que je le fais. Et là, je me dis, j'ai un coup à jouer. Mhm. Alors Donc, intéressant. c'est pour ça que je me suis L'innovation, lancé. Oui. l'informatique dans la maroquinerie. En fait, c'est plutôt mon mindset ingénieur, en fait. Ingénieur, rêveur, éducateur, mathématicien, je sais pas. Et je me lance la maroquinerie. Donc, clairement, j'aurai une autre perspective dès la maroquinerie. Ok, donc on peut imaginer la maroquinerie connectée. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Donc ça, c'est un peu ton idée de départ. Alors, donc le prototype avec Aldabag, c'est ça?
Oui. Et alors après, une Après- première série, tu as parlé Après, de... sans vente. Très Donc, bien. sans vente, ça m'a hyper motivé, ça m'a excité. C'était la dopamine quotidienne. Donc, quand je livrais moi-même mes clients, je prenais mes photos avec eux, avec un petit selfie, en les taguant. Donc, les amis, ils disent, Home qui je fous la photo, ils veulent acheter aussi. Donc, c'était vraiment un effet avalanche, Ok. très, très excitant. Entre-temps, il y a un ami à moi qui me propose de se joindre à l'aventure Mhm. et d'investir avec moi un petit montant, de sorte que je reste sur le front line, donc que je m'occupe du marketing et de la vente, et que lui il s'occupe du management et de la qualité. Mhm. Moi, à partir du principe, je suis d'accord. C'est un ingénieur qui est un grand cadre dans une grosse multinationale, donc j'étais rassuré plus ou moins de l'avoir avec moi. Pour moi, c'était une bonne décision. Mais j'ai mal géré cette association. C'était de ma faute en fait que ça a capoté parce que je l'ai laissé prendre trop de responsabilités à ma place, et du coup, il s'est senti plus puissant donc que moi dans ma propre organisation. Mhm. À certains moments, j'étais vraiment presque inutile. Je sentais que j'avais plus d'emprise sur mon entreprise. Mhm. Et on s'est séparés. Malgré tout l'avancement qu'on a fait ensemble. On a vraiment très bien bossé. Mhm. On est passé de sacs artisanaux plus ou moins moyen gamme Mhm. à des sacs qui effleuraient le haut de gamme Mhm. avec une forte touche d'organisation. Et c'était vraiment grâce à son apport, à mon Mhm. associé. Olekin, c'est toujours le combat de coq. C'était Mhm. invivable. Et on s'est séparés le mois de juin. Ok. Parce que vous aviez des visions différentes. C'est ça. J'imagine. En fait, ouais, il vient du monde corporate et moi je viens du monde startup. Mhm. Après, c'était difficile pour moi et lui de coexister. Du moment qu'on était aussi amis, donc il y avait beaucoup de compromis, de concessions. Et voilà, quand c'est carré, mais quand il y a l'amitié qui intervient, c'est difficile de mélanger amitié avec professionnalisme. Mhm. Et voilà, on a commis tous les deux des erreurs et on s'est séparés finalement. J'avais déprimé, c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais c'était la leçon la plus importante aussi. Mhm. C'est quoi la leçon? C'est que... La leçon, c'est que je vais dans rester un- tout seul en tête de mes entreprises et que Rasika Sah et que je vais laisser personne prendre des décisions à ma place. Aldabag, donc une aventure qui se clôture et arrive Mirati. Ouais. Donc une très belle marque, déjà. D'où est tombée cette belle marque d'où elle est née? Alors, Mirati, en fait, c'est toute l'expérience que j'ai pu rassembler durant mes 7 années d'entrepreneuriat. Quand j'ai passé avec la période difficile, la rupture de Aldabag, j'étais vraiment perdu. Je savais pas ce que j'allais faire exactement. Parce que il y avait du gros potentiel Aldabag. On était passé BBC au Liban, Mhm. TV5 Monde, des produits qui sont extraordinaires, une très belle histoire en fait qu'on avait réalisée en mode dessin animé qui valorise l'artisanat de Fès. Mhm. Je t'en montrerai après si tu Très veux. bien. C'était vraiment un très beau travail. Et l'équipe, elle était bonne donc sur le papier. Il y avait Ahmed, très très bon profil, ingénieur, très carré le management, très très rigoureux. Il y avait moi, le marketeur, celui qui raconte de belles histoires et qui sait créer la confiance avec son audience. Donc sur le papier, c'était vraiment bien. Et soudain, quand il n'y avait plus rien, c'était vraiment terrible pour moi. Mhm. J'ai passé un mois à me reconstruire. Donc, le retour au basique, donc ma famille, mes vrais amis, donc à bouquiner, à prendre vraiment un break, c'était une sorte comment dire, quand tu as un burn-out en fait, c'était une sorte de burn-out que j'avais vécu. Et donc, je voyage à Marrakech avec mon meilleur ami Ayoub. Et je lui dis mec, j'ai toujours des gens qui me demandent des sacs, mais j'ai pas les moyens de démarrer une nouvelle marque parce que voilà, j'ai perdu toutes mes économies, tous mes sous Aldabag. Mhm. Voilà, donc j'ai bien envie qu'on en parle, comme ça je sors avec un concept. J'ai pas envie de perdre mon temps, je sais que ma guérison il passe par ça. Et là on commence à brainstormer. Je lui dis écoute Ayoub, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Elle a dit mec, des grands responsables sur Maghreb parlaient de préserver l'artisanat marocain à travers du e-learning, mais je vois jamais rien. Et chaque fois que j'entends ça, je me sens concerné et pourtant j'ai rien fait. Mhm. Alors pourquoi ne pas me lancer Felchi? Lui il trouve l'idée intéressante, ça m'encourage, ok. Je lui dis ok, la préservation du patrimoine. Ah tiens, Mirati, c'est pas mal. Après, il me dit ouais, c'est pas mal, mais pourquoi ne pas ajouter un deuxième T? Ça fait italien, Mirati. Je lui dis non, je suis marocain, c'est pas cohérent, machin truc. Et on a un long débat. Et 2 jours plus tard, je lui dis tu sais quoi, mec, j'ai adoré Mirati. Donc on va créer Mirati. Je suis parti à l'Empik et c'est comme ça que l'aventure elle a démarré. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les mêmes modèles que Aldabag. Mhm. J'avais pas développé des nouveaux modèles, mais je me suis dit tiens, je vais juste estampiller avec
tamponner avec le logo et faire du Mirati comme ça dans un premier temps, au moins pour établir son existence. Moi, je préfère exister avec un produit moyen que ne pas exister. Je préfère avoir déjà une première base de followers que d'attendre 6 mois avant d'avoir mon premier follower. Donc, c'était toujours la culture Lean Startup, Bootstrapping, Fake it until you make it, etc. Il y avait une émission avec TV5 Monde, ce qui m'a vraiment précipité à avoir mes premiers Mirati. Donc, j'ai repris le premier modèle de Aldabag, pas les derniers modèles, parce que je voulais pas faire du copier-coller de Ahmed. J'ai pris les premiers modèles, c'était mes propres modèles. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à les redévelopper à zéro, from scratch. Attends, TV5 Monde, comment... Alors c'était une amie, Imen, cette rencontre, qui m'a dit Youssef, l'incubateur Bidaya, il recherche des entrepreneurs. Donc il y a une émission entre 2M et TV5, donc journée africaine, entrepreneuriat africain. Est-ce que tu es intéressé? Je lui dis bien sûr que je suis intéressé. Et j'avais fait passer à la fois Kezako et Mirati. J'étais le seul intervenant à présenter des entreprises. Donc, et puis toi, dès qu'il y a de la vidéo, tu es toujours présent. Je rate pas l'occasion. Très bien. Non mais tu as 1000 fois raison. Ok. Alors, donc tu reprends ton premier modèle. Je reprends mon premier modèle et toujours dans la même optique de préparer les meilleurs sacs pour professionnels dans le monde. C'est mon rêve en fait, c'est toujours mon rêve. Donc, ce que j'avais fait Aldabag en fait avec Ahmed, c'est qu'on avait conçu des très beaux sacs, donc organisationnellement parlant. Donc j'ai repris le même concept avec des modifications parce que je ne vais pas faire du copier-coller tout simplement. Et voilà, j'ai commencé à faire des campagnes sur Facebook, un storytelling, etc. Ça permettait d'avoir quelques ventes quotidiennement, histoire d'avoir au moins de l'équilibre. Après, il y a eu Corona. Ah, ok. Quand il y a eu Corona, les ventes elles s'arrêtent, l'activité impactée. Et là, je décide que, ok, Corona, je vends pas. Donc, c'est l'occasion ou jamais de partir très très loin avec le concept. Je vais rien vendre de ça. Je vais me concentrer sur le concept. C'est une deuxième. Donc là, c'est une crise qui te booste. C'est une crise qui me permet de prendre du recul et de repenser mon entreprise. Et là, je décide d'intégrer le caractère technologique, les sacs de Mirati. Je décide de monter en gamme, mais vraiment de monter en gamme, de doubler le prix des sacs, mais aussi d'augmenter clairement la qualité de la matière première et de ne pas attendre 1 an avant de montrer mes dents. Donc je me suis dit, tiens, maintenant, c'est dès maintenant que Mirati, elle va afficher son vrai visage. Ok. Je recrute, en fait, je fais la connaissance d'un designer de talent international. Il est extraordinaire, Youssef. Et on commence à bosser ensemble sur de nouveaux designs. Aujourd'hui, franchement, on est très satisfait de ce qu'on est en train de faire et on s'apprête à lancer une campagne de précommande internationale pour faire un très très grand chiffre d'affaires en très très peu de temps afin de valoriser notre entreprise avant de la présenter à des investisseurs qui sont déjà intéressés par notre marque. Et ces investisseurs, ils sont en Amérique ou bien au Singapour aujourd'hui. Ok, waouh. En tout cas, moi, vu de ma fenêtre, franchement, j'ai regardé un peu ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Il y a une très belle promesse. Il y a pour les dames, hein, n'est-ce pas? Aneka, voilà. Il y a un modèle aussi plus masculin. Des gammes de couleurs, voilà, qui vraiment inspirent le haut de gamme. Donc, un univers, je dirais, Mirati, vraiment a su créer un univers de marque haut de gamme. Je vous félicite pour ça, franchement, et je n'ai aucun doute sur cette campagne de pré-vente. Alors, je souhaite y participer, donc on se mettra d'accord sur. Tu feras peut-être une petite remise. Et voilà. Et non, donc c'est une belle aventure qui commence. Donc là, on a réussi à faire le lien entre le e-learning et le développement de l'artisanat. Tu sais pourquoi, Karim, j'ai fait le lien? Parce que je sais que la cohérence, elle rend extrêmement fort. Donc, quand j'ai pu rallier 2 secteurs qui me parlent en un seul projet, déjà, je fais que mon projet est unique. Je fais que c'est difficile de faire du copier-coller parce que ça me parle. Il n'y a pas 36 000 créateurs de marques qui font des plateformes e-learning. Peut-être que je suis le seul dans le monde à le faire. Déjà, ça, c'est une unicité. Et c'est de la cohérence par rapport à mon histoire et à mon parcours. Et quand on est cohérent, on frappe plus fort. Je suis d'accord, ça me fait penser à Elon Musk, qui veut aller sur Mars et qui développe des voitures innovantes. Enfin bon, j'espère que tu iras sur le même chemin et continueras à te développer et développer ces différentes offres et différents concepts. Youssef, merci beaucoup. Si tu veux bien, on va passer à une petite série de questions. Bien sûr. Comment tu as réussi à développer cette habitude de bien te connaître
d'être clair sur tes valeurs, sélectionner tes idées et aller au bout de leur implémentation. Tu as parlé, je pense que tu l'as évoqué, qu'il y avait un travail sur toi-même, Ouais. Développement personnel ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, tu peux nous raconter un peu comment tu as fait ce travail-là et puis comment Oui. il te nourrit au quotidien. Alors déjà, ça a commencé par une image que j'avais de moi-même. Donc je pensais être quelqu'un avec certains attributs. Mhm. Et j'incarnais cette personne, et en même temps, cette personne, en fait, elle se confrontait à d'autres personnes. Et cette personne qui est moi, en fait, elle a appris à se connaître à travers le regard des autres personnes, donc au fur et à mesure du temps. Mhm. Certaines perceptions m'ont intrigué. Je me demandais pourquoi les gens, est-ce qu'ils me voyaient comme ça. Mais apparemment, c'était vraiment partagé de la part de plusieurs personnes. Donc si plusieurs personnes te voient d'une certaine manière, c'est que tu représentes vraiment cette perception. Ok. Et donc finalement, je me suis rendu compte que je représentais certaines des perceptions avec lesquelles me regardaient les gens. Et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que je suis cette personne telle que les autres personnes me perçoivent? Mhm. Alors, il s'est avéré que certaines perceptions, elles étaient vraies, d'autres pas forcément. Et c'est à travers ce travail de me connaître à travers le prisme de l'autre que j'ai appris à me connaître moi-même. Mhm. Il y a aussi des lectures qui m'ont beaucoup ouvert les yeux, comme Napoleon Hill, Think and Grow Rich, comme Seven Habits de Stephen Covey. C'était vraiment des livres salvateurs. Donc à chaque fois que je traversais une période difficile, c'était ces livres qui me remontaient le moral. Et surtout, les expériences difficiles, donc ce qu'on appelle les échecs. Mhm. C'est les sources d'apprentissage de soi-même les plus fiables, les plus sûres. Parce que quand on échoue, entre parenthèses, c'est plus l'échec d'un certain aspect de notre personnalité, en fait, qui a conduit à cette mauvaise expérience. Mhm. Et donc, on apprend ceci et on grandit en fonction. Ok, alors comment tu réussis à dépasser tes peurs? Alors pourquoi je parle de ça? Parce que tu as pris des risques avec Kezaku, premièrement. Tu as persévéré avec Kezaku. Là, tu pars dans une aventure beaucoup plus ambitieuse. Il y a beaucoup de risques dans tout ça. Et voilà, visiblement, tu arrives à maîtriser. Alors, je t'explique. Qu'est-ce que je risque, gars? Qu'est-ce qui va m'arriver, gars? Zéro dire un peu contre mon cœur, ça ne me fait même pas peur. Parce que je sais que je détiens beaucoup de valeurs, mes valeurs, Mhm. comme personne, mon réseau, mes compétences, et que je saurai toujours créer de la valeur à partir de rien. Donc, j'ai pas peur. Ok. J'y crois, j'y vais à fond. Et après, quelque chose de très important, quand on est passionné, on finit toujours par créer quelque chose de formidable. Et ne serait-ce qu'une très belle leçon à apprendre. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, soit on réussit, soit on apprend. Ok. Très Il bien. n'y a pas d'échec. Peut-être une question sur comment inspirer confiance, ou peut-être je vais la relier aux autres, bien entendu, hein, à ta communauté, etc. Et toi, tu le fais très bien au travers de tes vidéos. Et je vais le relier peut-être au storytelling. Si tu as des petites astuces pour comment passer peut-être c'est du self-branding aussi, comment arriver par quelles étapes est-ce qu'on passe pour finalement arriver à véhiculer une bonne image Alors, de soi ou de ses produits. alors, il faut être authentique, tout simplement. Mhm. Donc, dans un monde de social media, univers de social media qui est plein de vidéos, plein de comptes, plein d'influenceurs, entre parenthèses, etc., les gens, ils cherchent des personnes vraies. Ils cherchent des personnes authentiques. Ils cherchent des personnes qui ne vont pas faire semblant, qui vont raconter les choses telles qu'elles sont. Et elles cherchent de la valeur ajoutée. Donc, tout est question d'authenticité et de création de valeur. Donc, du moment qu'un discours est empreint d'authenticité et où il y a vraiment du contenu vrai, à forte valeur ajoutée, du contenu vécu, donc qui n'a pas été partagé dans un autre ouvrage ou par quelqu'un d'autre, donc du contenu authentique et à forte valeur ajoutée, on est en mesure de créer la confiance et de gagner une base de followers qui seront engagés avec nous. Ok, d'accord. Donc toi, c'est finalement ce travail de bien te connaître Oui, te permet de nourrir cette authenticité. exactement. Où est-ce que tu trouves tes sources d'inspiration? Parce que moi, je suis franchement très admiratif de ton branding, de ton marketing digital, de ton storytelling, j'en ai parlé. Est-ce que tu as des sources d'inspiration à partager avec nous? Je sais pas, blog, newsletter, anything. Bon, Mirati, je suis très inspiré par Apple et Montblanc, je t'avais dit tout à l'heure. Mhm. Mais comme Youssef, franchement,
زعما je غادي نقول لك زعما c'est question d'aller jusqu'au bout de ses valeurs. Donc si on est positif, ce qui m'inspire c'est le Youssef très très positif, qui va pas voir de négatif, qui va rester positif dans un environnement très difficile où il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement titiller notre nervosité. Donc mon inspiration en fait c'est l'idée d'un Youssef meilleur. Donc j'aspire à être toujours une meilleure version de moi-même quotidiennement. Après, bien sûr, si je vais t'évoquer quelques personnages emblématiques, ou là, quelques personnes emblématiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Steve Jobs, clairement, moi j'ai un garage, je suis très très fan de Apple et de Steve Jobs. Elon Musk, j'adore son côté risqueur, donc le côté il va tout investir, il va redémarrer à zéro pour lancer une boîte. J'adore Batman, c'est une inspiration pour moi. D'ailleurs, mon garage, tu as remarqué qu'il y avait des photos de Batman partout. Donc j'adore Batman parce que je confirme. J'adore Batman parce que c'est un grand bosseur et qu'il a une bonne intention vis-à-vis de Gotham City. C'est-à-dire que c'est un gars c'est un bienfaiteur en fait. Et moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être un grand bienfaiteur aussi. Donc chacun sa manière. Batman, il fait ça avec sa Batmobile. Mais Spider-Man aussi est un... Oui, mais Batman, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir. C'est quelqu'un qui a juste son intelligence et il a une entreprise qui est Wayne Company qui investit beaucoup dans la recherche et développement. Ok, mais déjà c'est un être humain qui n'a pas de pouvoir comme Spider-Man ou comme Superman. Ok, donc c'est un être humain super-héros. Oui, exactement. Ok. Je pense aussi, il y a aussi Iron Man que j'aime bien, mais je trouve qu'il est un petit peu trop orgueilleux. Par contre, Batman, il est très très, il est assez humble, mais très très smart. J'adore. Ok, ben ça va. Je pense qu'on va faire le lien après avec des lectures ou je pense qu'il va y avoir un peu de super-héros peut-être dans le lot. Ça c'est intéressant. Tu partages ça avec nous. Pour le développement de Mirati, j'y reviens parce que je pense que la question est intéressante. Tu as parlé donc de pré-vente. Est-ce que, j'imagine que vous ciblez l'international, est-ce que tu as déjà les idées claires sur par quelle plateforme passer Ce serait intéressant d'en savoir plus. Alors, je vais te donner 3 informations. Première des choses, moi j'ai toujours rêvé d'une campagne précommande sur Kickstarter. Depuis 2010, j'ai connu Kickstarter, j'étais fasciné par le concept. C'est une plateforme américaine? Oui, américaine, donc crowdfunding. Alors, Kickstarter, ça rentre dans ma ligne de mire. Peut-être pas dans un premier temps, ou peut-être oui. En fait, il y a un ami américain ici qui vit au Maroc qui est prêt à m'accompagner sur le volet Kickstarter. Donc, je suis ouvert à la chose. LinkedIn, clairement, c'est ma plateforme de prédilection parce que, voilà, donc les cadres, ils y passent la plupart de leur temps plutôt que Facebook ou bien d'autres plateformes à titre de diversion. À part ça, en fait, on a déjà des bases de données. Donc, grâce aux campagnes qu'on a faites donc dans mes activités de marketing digital avec voilà, Ahmed ou bien Amin, on a des clients potentiels, en fait des prospects, des clients de grandes marques de luxe, donc de l'international. Donc, on peut mettre à contribution dans nos campagnes marketing pour Mirati. Après, entre nous, ce qui est de plus important, en fait, c'est le brand, c'est l'image qu'on veut véhiculer. Et c'est ça ce qu'il y a de plus important. Pour les plateformes, c'est question d'une réunion ou deux, donc pour se mettre d'accord sur les bonnes plateformes. Mais c'est vrai que vous avez déjà un site web et que ce site web, c'est un site e-commerce. Oui, c'est un site e-commerce, mais après le site web actuel, c'est vraiment archaïque par rapport à l'avancement qu'on a fait depuis Corona jusqu'à aujourd'hui. Le site web, il représente Mirati avant Corona. Donc, comme si on disait avant Jésus-Christ. Avant l'histoire. Donc, le site web, c'est ce qui représente avant Corona. Par contre, le nouveau site web, en fait, il sera prêt dans quelques semaines. On va commencer par faire une landing page, donc une seule page, donc dans laquelle les internautes ils peuvent se référer pour lire un petit peu le discours marketing qu'on va faire par rapport à nos produits et pour réserver les produits. Et ça va consister surtout une très très belle vidéo, donc que je vous promets dans quelques semaines aussi, mais aussi un bon budget de marketing parce qu'il va falloir tester plusieurs approches avant de tomber sur la bonne démarche. Ok, bah écoute Youssef, on suivra tout ça pour s'en inspirer, parce que tu es en train de défricher avec ton ambition, tu es en train de d'être pionnier sur ce nouveau type d'e-commerce à partir du Maroc. Est-ce qu'il y a des routines au quotidien pour rester connecté avec ces bonnes vibrations
En fait, je passe beaucoup de temps avec mon chien. Donc, Ok. mon chien, c'est Monsieur Good Vibes. Je l'appelle CHO, Chief Happiness Officer. C'est comme Ok. moi, je suis le CEO, lui, c'est le CHO. Donc, il Ok. a un poste organisationnel très important. Il a un salaire très important en croquette, Un j'imagine. salaire en affection plutôt. Donc, je passe beaucoup de temps avec lui, c'est déjà Ok. pas mal. En fait, il y a vraiment la famille, en fait. Moi, j'ai décidé de vivre avec ma famille pour l'instant, donc le temps de réaliser mes ambitions. Et donc, le temps que je passe avec la famille, c'est un temps qui n'a pas de prix, c'est un temps en or. Du moment qu'ils sont toujours là avec moi, je suis très reconnaissant envers le bon Dieu. Et du coup, j'alimente en fait ma bonne énergie à partir de leur présence. Ils constituent ma source de motivation la plus importante. Donc il y a le côté famille, il y a le côté, comment dirais-je, good vibes. Donc je suis toujours positif. Donc j'essaie de ne jamais me laisser impacter par une vibration négative. Comment tu fais? Alors en fait, c'est pas rentable en fait, tout simplement. C'est pas rentable. Non, je comprends, mais comment tu arrives à Comment te j'arrive protéger? Alors je t'explique, tellement j'ai vécu des choses difficiles que j'ai appris à réagir de manière zen, Mhm. de ne pas me laisser impacter, parce que si je me laisse impacter, je vais tout simplement perdre du temps et Donc, ton voilà, esprit est conditionné, reculé. c'est ça? Oui. Ton esprit est conditionné pour traiter l'information négative d'une certaine manière qui ignorer, la rend éjecter, positive. Tu l'ignores. éjecter. Donc, Très bien. et je me dis à chaque fois, ça c'est négatif, ça provient de X, ok, j'élimine X de ma vie, il n'y a pas de souci, Ok. tu vois. Mhm. Il y a ça, avant il y avait le sport. Mhm. Malheureusement, là, il n'y a plus de sport parce qu'avec Corona, c'est un petit peu difficile. La musique. Mhm. Donc, mes musiques, elles sont toujours pleines de bonne énergie. Donc, c'est du jazz combiné à du saxo. J'adore. Mhm. Ça me motive. J'écoute aussi beaucoup de tubes de mon enfance, en fait, comme Nickelback, comme Limp Bizkit, Eminem, tout ça. Voilà, donc le soir, je sors. Mhm. Je sors voir mes amis. En fait, même si j'ai beaucoup de travail, je finis le travail, tout simplement. Je fais pause. Mhm. Je veux même pas savoir ce qui m'attend. Je fais pause. Mhm. Je fais pause et je sais très bien que l'équilibre est très important. Donc, C'est ça, donc tu sacrifies pas tout au travail. je sacrifie pas tout, mais je t'avoue que je suis un petit peu légèrement désordonné. Mhm. J'ai pas de souci, j'ai accepté la chose parce que du moment que j'ai une grosse charge de travail, je sais très bien que je serai pas très très organisé et ça me dérange pas plus que ça. Très bien. Ok. Et si tu avais le moyen de remonter le temps et d'aller murmurer à l'oreille de Youssef un petit conseil. Alors, Peut-être Youssef qui, je sais pas, qui sort de du fameux entretien avec avec le prof. Tu vois, qui est un peu qui a du doute. Est-ce que alors, tu as des qu'est-ce que conseils? j'aurais fait? Franchement, tu sais, Karim, alhamdoulilah, à chaque étape de ma vie, j'ai expérimenté certaines choses avec un objectif donné, avec un rêve donné, avec une ambition donnée. Mhm. J'ai eu la chance d'expérimenter pas mal de choses avant de découvrir ce qui me convenait le plus. Donc, si je retourne en arrière, peut-être que je voudrais rien changer en fait. Ok, donc Parce pas que- de. Parce que tu sais, quand on vit des expériences difficiles, elles nous forgent. Et si j'avais pas vécu ces expériences difficiles, je ne serais pas la même personne qu'aujourd'hui. Je serais une autre personne, peut-être plus épanouie, plus heureuse, peut-être, je sais pas. Mais je ne serais pas aussi déterminé qu'aujourd'hui à vraiment contribuer à innover dans le secteur d'éducation au Maroc et surtout à faire valoriser le Maroc, et pas que le Made in Maroc, le Maroc, grâce à Mirati, à l'international, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que tu as parlé de quelques livres, est-ce que tu as d'autres lectures à nous conseiller? D'autres lectures. Donc, je t'avais dit Think and Grow Rich. Je t'avais dit les 7 habitudes de Ouais. Stephen Covey. Donc, c'est les livres qui m'ont le plus marqué. Après, il y a un bouquin que j'ai bien aimé, en fait, de Driss Eberkan, qui s'appelle Libérez votre cerveau. Mhm. Étant un fan de mémoire, de mémorisation. D'ailleurs, je t'ai pas dit, je sais pas si tu as vu ça sur LinkedIn. J'avais récité les 50 premiers chiffres de pi. Donc, dans un non, événement. Je te la montrerai tout à l'heure. Ok. Donc c'est un bouquin qui est génial en fait, qui nous donne une image plus claire de l'étendue du potentiel de notre cerveau. Donc, donc, surtout grâce à ce qu'on appelle Memory Palace. C'est une technique qui permet de retenir des centaines, des milliers d'informations, mais c'est extraordinaire. Ça, c'est un bouquin qui est super sympa, que je recommande aux personnes qui sont intéressées par le sujet. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a le bouquin de Gary Vaynerchuk, qui s'appelle Crushing It. Donc, ça parle justement de self-branding sur social media. Ok. Donc peut-être que ce bouquin, il m'a aussi influencé de manière subliminale, donc, Oui. pour que je sois encore plus présent sur les médias sociaux. Mhm.
Voilà, donc si j'ai d'autres propositions, je te les ferai parvenir prochainement. Très bien, ok. Bah, super. Merci beaucoup, Youssef. Je t'en prie, Karim. J'ai passé un très bon moment. Franchement, conversation intéressante. Et puis, tu m'as mis personnellement l'eau à la bouche avec tes projets, tes projets de croissance. Donc, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Karim. Donc, pour le court terme et le moyen et le long terme. Inch'Allah. Donc, à vous tous qui nous écoutez, suivez Mirati. Suivez cette belle aventure. Suivez aussi Kezaku parce qu'il va y avoir du nouveau. Alors pour le podcast, n'oubliez pas de le liker, de mettre 5 petites étoiles sur iTunes, d'en parler autour de vous parce que ça aide à le faire connaître. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt, Youssef. Salut Karim, à très bientôt, Salut, Inch'Allah. Merci. Ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. Avant de nous quitter, si vous l'avez aimé, vous pouvez vraiment m'aider à le faire connaître avec 3 actions simples à faire en urgence. D'abord, le liker, le partager et laisser un message sur les pages Facebook et LinkedIn. Ensuite, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast, que ce soit Apple, Google, Spotify ou Deezer. Si vous êtes sur Apple Podcast, allez-y et notez le podcast, si possible, 5 petites étoiles et laissez un gentil commentaire. Continuez à en parler aussi autour de vous, cela m'aidera énormément. L'habillage musical du podcast est Tixon et s'appelle New Day. Restez à l'écoute des opportunités, restez à l'écoute de Génération Kairos. Ciao!